Une femme enceinte surprend son mari milliardaire en train de planifier son assassinat. Sa vengeance sera aussi brillante qu'impitoyable. Margot Delacroix se tenait immobile dans le hall en marbre de leur manoir, estimé à plusieurs millions d'euros, serrant un test de grossesse entre ses mains tremblantes. 2 lignes roses. Après 3 fausses couches et 10 ans de mariage, elle était enfin enceinte à 38 ans. Des larmes de joie pure inondaient son visage alors qu'elle courait vers le bureau de son mari, prête à partager la nouvelle miraculeuse qui compléterait leur famille. Mais ce qu'elle entendit à travers la lourde porte en acajou lui glaça le sang. « Je me fiche qu'elle meure dans l'accident », déclara la voix de Raphaël, froide et calculatrice. Le versement de l'assurance vaut plus que de la garder en vie. Arrange-toi pour que cela ressemble à un drame de la route. Margot plaqua son oreille contre le bois, son cœur martelant sa poitrine si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Son mari, l'homme qu'elle aimait depuis 15 ans, celui qui l'avait tenue dans ses bras à chaque perte, qui avait promis qu'ils essaieraient encore, planifiait son meurtre. « Les freins de sa voiture sont déjà sectionnés », répondit une autre voix qu'elle reconnut comme celle de Damien, l'associé de Raphaël. Demain matin, quand elle descendra la route de la Corniche pour son cours de yoga, les virages feront le reste. Une police d'assurance de 200 millions. Et en plus, elle ne sera jamais pour l'enfant que ta secrétaire porte. Margot porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Non seulement Raphaël prévoyait de la tuer, mais il la trompait avec une autre femme, elle aussi enceinte de lui. Le test de grossesse glissa de ses doigts tremblants et heurta le sol en marbre avec un claquement sec. Les voix à l'intérieur se turent brusquement. « Tu as entendu ça ?» demanda Raphaël, le ton soudainement tranchant et dangereux. Margot s'enfuit. Ses pieds nus glissaient sur le sol poli alors qu'elle sprintait vers l'escalier de service, l'esprit en ébullition. Elle avait peut-être 60 secondes avant qu'il ne sorte. Son téléphone. Elle avait besoin de son portable pour enregistrer des preuves, appeler à l'aide, faire quelque chose, n'importe quoi. Mais alors qu'elle tendait la main vers son sac à main, elle entendit des pas lourds et délibérés montant l'escalier principal. Le cœur de Margot battait à tout rompre lorsqu'elle entendit la voix de Raphaël l'appeler depuis le rez-de-chaussée. « Margot ? Chérie, tu es là ? J'ai cru entendre quelque chose. » Son ton était mielleux, écœurant. La même voix qui lui avait murmuré « Je t'aime » ce matin même. Maintenant, elle savait que tout n'était que mensonge. Elle avait quelques minutes pour sauver sa vie et celle de son bébé à naître. Réfléchissant à toute vitesse, elle attrapa son ordinateur portable et ouvrit un nouvel email adressé à sa sœur Élise, tapant frénétiquement. « Raphaël essaie de me tuer. Frein de la voiture coupé. S'il m'arrive quelque chose, c'est lui. Je suis enceinte. Garde cet email. Margot. » La voix de Raphaël se rapprochait. Il était désormais au 1er étage. Elle appuya sur envoyer et ouvrit doucement la fenêtre de la chambre qui donnait sur le toit. Plus jeune, elle et Élise avaient l'habitude de s'échapper par là, dans leur maison d'enfance. Dieu merci pour les vieilles habitudes. Alors qu'elle grimpait sur les tuiles, elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir derrière elle. « Tiens, son sac est là. » « Mais pas de Margot, » murmura Raphaël pour lui-même. Elle pouvait l'entendre se déplacer, vérifiant la salle de bain, le dressing. Margot se fraya un chemin avec précaution sur le toit jusqu'au vieux chêne qui avait poussé près de la maison. Elle avait grimpé cet arbre des centaines de fois, n'imaginant jamais qu'elle l'utiliserait pour échapper à son propre meurtre. Son téléphone vibra. Un texto d'Élise. « Oh Meg, tu es sérieuse ? Appelle-moi maintenant !» Mais Margot ne pouvait pas risquer un appel. Elle se laissa glisser le long de l'arbre et courut vers la maison de ses voisins, priant pour qu'ils soient chez eux. Les Durand avaient toujours été gentils avec elle, et leur caméra de sécurité montrerait son heure d'arrivée si elle avait besoin de preuves plus tard. Madame Durand ouvrit la porte en peignoir, jeta un coup d'œil au visage paniqué de Margot et la fit immédiatement entrer. « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ? On dirait que vous avez vu un fantôme. » «
J'ai besoin d'utiliser votre téléphone, haleta Margot, et j'ai besoin que vous vous souveniez de l'heure exacte à laquelle je suis arrivé. Il est 20h47, n'est-ce pas ? Madame Durand acquiesça, confuse mais inquiète. Margot composa le 17 avec des doigts tremblants. Et j'ai besoin de signaler un projet de meurtre. Mon mari essaie de me tuer demain matin. Il a coupé les freins de ma voiture. Mais alors que Margot parlait à la police, elle vit des phares de voiture s'engager dans l'allée des Durand. Raphaël l'avait trouvée. La police croirait elle son histoire à temps, ou était-elle sur le point de devenir la première victime de la soirée au lieu de demain ? Madame, calmez-vous, dit l'opérateur. Vous dites que votre mari prévoit de vous tuer en sabotant votre véhicule ? À travers la fenêtre, Margot regarda Raphaël sortir de sa berline de luxe et marcher vers la porte d'entrée des Durand. Tout son corps tremblait alors qu'elle chuchotait dans le téléphone. Il est là. Il est à la porte en ce moment même. La sonnette retentit. Madame Durand regarda Margot avec des yeux écarquillés par la peur. Dois-je ouvrir ? Margot secoua frénétiquement la tête et pointa l'étage. Elles rampèrent toutes deux vers le premier niveau, alors que la voix de Raphaël résonnait depuis l'extérieur. « Madame Durand, je cherche ma femme, Margot. Sa voiture est encore à la maison, mais elle a disparu. Je suis mort d'inquiétude. » Cette performance digne d'un Oscar donna la nausée à Margot. « Madame Durand, s'il vous plaît, je veux juste m'assurer que Margot est en sécurité. » Margot chuchota à l'opérateur. « Envoyez quelqu'un maintenant, s'il vous plaît. Je me cache au 247 rue des Ormes et mon mari est dehors à essayer d'entrer. » C'est alors que Madame Durand fit quelque chose d'inattendu. Elle ouvrit la fenêtre de l'étage et interpella Raphaël. « Margot était ici il y a environ 1 heure, mais elle est partie avec une valise. Elle a dit quelque chose à propos de rendre visite à sa sœur Élise, à Lyon. » Elle semblait bouleversée. Margot fixa sa voisine avec stupéfaction. Madame Durand mentait pour la protéger. La voix de Raphaël changea instantanément, perdant son ton de mari inquiet. Elle avait une valise ? Qu'est-ce qu'elle a dit exactement ? Juste qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Des problèmes conjugaux. Vous savez ce que c'est ? Après le départ de Raphaël, Madame Durand se tourna vers Margot. « Ma petite, je vis à côté de vous deux depuis 8 ans. J'ai vu les bleus que vous essayez de cacher avec du maquillage. J'ai entendu les cris. Je sais que ce n'est pas l'homme qu'il prétend être. » Margot s'effondra en larmes. « Il va me tuer demain. Et je viens de découvrir que je suis enceinte. » Madame Durand la serra dans ses bras alors que les sirènes approchaient au loin. Mais avant l'arrivée de la police, le téléphone de Margot sonna. C'était Élise. « Margot, Dieu merci, j'ai reçu ton email et j'ai une idée. Et si on simulait ta mort d'abord ? » « De quoi tu parles ? J'ai un ami qui travaille dans les effets spéciaux pour le cinéma. Si Raphaël pense que tu es déjà morte, il ne peut pas te tuer. Et peut-être qu'on pourra le surprendre en train de célébrer ta mort devant une caméra. Ce ne serait pas la preuve parfaite ? L'esprit de Margot s'emballa. C'était fou, mais c'était peut-être le seul moyen d'exposer Raphaël et de garder son bébé en sécurité. 24 heures plus tard, Margot gisait immobile dans un lit d'hôpital, le visage pâle grâce au maquillage, des machines bipant autour d'elle. Élise se tenait près du lit, versant des larmes de crocodile, pendant qu'un médecin annonçait la terrible nouvelle à Raphaël. « Je suis désolé, monsieur Delacroix. Les blessures de votre femme suite à l'accident de voiture étaient trop graves. La défaillance des freins a envoyé sa voiture par-dessus la barrière de sécurité sur la route de la Corniche. Exactement comme vous. Je veux dire, exactement comme le rapport d'accident l'indique. Elle s'est battue pendant 6 heures, mais nous l'avons perdue à 15h22. » Margot observait le visage de Raphaël à travers ses yeux à peine entr'ouverts. Elle s'attendait à le voir feindre la tristesse pour le bénéfice du médecin. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui brisa son cœur complètement. Le soulagement. Un soulagement pur et indubitable. Raphaël sourit même une fraction de seconde avant de se reprendre. « Docteur, j'ai besoin d'un moment seul avec ma femme. » Le médecin acquiesça avec compassion. «
Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Dès qu'ils furent seuls, Margot entendit Raphaël chuchoter. « Enfin, c'est enfin fini. » Il sortit son téléphone et passa un appel. « Damien, ça a marché parfaitement. Elle n'est plus là. La compagnie d'assurance paiera dans la semaine et le bébé de Juliette naîtra dans la richesse au lieu du scandale. » Le cœur de Margot se brisa à nouveau. Juliette devait être sa secrétaire, l'autre femme portant son enfant. « Non, je ne ressens rien, » continuera Raphaël. « De toute façon, elle saignait nos comptes à blanc avec son shopping et ses dons caritatifs. C'est la meilleure issue pour tout le monde. » Élise, qui s'était cachée dans la salle de bain, choisit ce moment pour revenir. « Raphaël, je suis tellement désolé pour ta perte. Margot t'aimait tellement. » « Merci, Élise. Elle était tout pour moi. » Son faux chagrin était si convaincant que Margot faillit y croire elle-même. Mais le téléphone de Raphaël vibra pour un message. Il le lut, et son visage s'illumina d'un bonheur authentique pour la première fois depuis la mort supposée de Margot. « Qui t'envoie des messages à un moment pareil ?» demanda Élise, jouant son rôle à la perfection. « Oh, c'est le travail. Ils envoient des condoléances. Je devrais probablement aller au bureau, commencer à planifier les funérailles. » Margot le regarda pratiquement sautiller hors de la chambre d'hôpital. Élise verrouilla immédiatement la porte derrière lui et aida Margot à s'asseoir. « Tu as enregistré tout ça ?» demanda Margot. Élise leva son téléphone. Chaque mot. « Mais Margot, il y a autre chose. Pendant que tu mourais, j'ai fouillé dans les finances de Raphaël. » Élise afficha des relevés bancaires sur sa tablette, le visage grave. « Margot, tu dois voir ça. Raphaël n'essaie pas seulement de te tuer pour l'argent de l'assurance. Il te vole depuis des années. » Margot fixa les documents, incrédule. « Comment ça, voler ? Nous avons des comptes joints ? » ?»« Plus maintenant. Regarde ça. » Élise pointa une série de virements. « Il y a 3 mois, il a transféré 50 millions d'euros de ton fonds fiduciaire vers ses comptes personnels. L'héritage que ton grand-père t'a laissé, celui qui est censé être intouchable. » Les mains de Margot tremblaient, alors qu'elle faisait défiler les preuves. « C'est impossible. Ces comptes nécessitent nos 2 signatures. Il a imité ta signature. Et regarde ça. Il verse à Juliette Perrault 10 000 euros par mois depuis 1 an. Pas seulement depuis qu'elle est enceinte, mais bien avant. Cette liaison dure depuis une éternité. » La trahison était plus profonde que Margot ne l'avait imaginé. Donc, il prévoyait de me tuer, de voler mon héritage et de s'enfuir avec sa maîtresse enceinte. C'est pire que ça. La voix d'Élise n'était plus qu'un murmure. J'ai trouvé des emails entre Raphaël et Damien discutant d'autres femmes. Margot, tu n'étais pas sa première cible. Sa précédente femme est morte dans un accident de voiture 5 ans avant qu'il ne te rencontre. Margot eut l'impression de se noyer. Catherine, il m'a dit qu'elle était morte d'un cancer. Accident de voiture. Défaillance des freins. Exactement le même scénario qu'il avait prévu pour toi. La pièce tourna autour de Margot, alors que toute l'ampleur de la perversité de Raphaël devenait claire. Il n'était pas juste un mari infidèle, ou même un meurtrier en puissance. C'était un tueur en série qui épousait des femmes riches et les tuait pour leur argent. « Nous devons appeler la police, » dit Margot. « Nous le ferons. Mais d'abord, je pense que nous devrions laisser Raphaël creuser sa propre tombe un peu plus profondément. Il pense que tu es morte maintenant. Voyons ce qu'il fera ensuite. » Donc, il avait tout prévu. M'éliminer, détourner mon héritage et s'enfuir avec sa maîtresse enceinte. C'est pire que ça. La voix d'Élise n'était plus qu'un souffle. J'ai trouvé des échanges de courriels entre Raphaël et Damien où ils discutent d'autres femmes. Margot, tu n'étais pas sa première cible. Sa précédente épouse est morte dans un accident de voiture 5 ans avant qu'il ne te rencontre. Margot eut l'impression de sombrer dans les abysses. Catherine, il m'avait juré qu'elle avait été emportée par un cancer foudroyant.
un accident de voiture, une défaillance des freins. Exactement le même scénario qu'il avait orchestré pour toi. La pièce se mit à tourner autour de Margot, alors que l'ampleur de la perversité de Raphaël lui apparaissait enfin dans toute son horreur. Il n'était pas seulement un mari adultère ou un meurtrier en puissance. C'était un prédateur en série, qui épousait des femmes fortunées pour les assassiner et s'emparer de leur fortune. « Nous devons appeler la police », déclara Margot, la voix tremblante. « Nous ferons. Mais d'abord, je pense que nous devrions laisser Raphaël s'enfoncer encore un peu plus. Il te croit morte. Voyons jusqu'où il est prêt à aller. » Élise montra à Margot le flux en direct des caméras de sécurité de leur domicile. Raphaël était rentré et arpentait le salon avec fébrilité, le téléphone collé à l'oreille. « Oui, l'enterrement est pour demain. Mais ce n'est que du théâtre, » disait Raphaël. « J'ai déjà demandé aux avocats de préparer la succession. En tant que veuf éploré, j'hérite de tout. Nous pouvons enfin être ensemble, Juliette. Toi, moi et notre enfant. La vie dont nous avons toujours rêvé. » Margot regardait l'homme avec qui elle avait partagé 10 ans de sa vie, célébrer sa mort comme s'il s'agissait d'une victoire inespérée. Mais soudain, l'imprévu survint. La sonnette retentit et Raphaël alla ouvrir pour découvrir 2 inspecteurs de police sur le seuil. « Monsieur Delacroix, nous sommes ici concernant l'accident de voiture de votre épouse. Nous avons quelques questions. » Le visage de Raphaël blêmit. « Des questions ? Je croyais qu'il s'agissait d'un tragique accident. » « Eh bien, monsieur, c'est justement ce dont nous devons discuter. Nous avons relevé certaines irrégularités. » La police avait, elle, déjà découvert des preuves du complot de Raphaël, où la situation était, elle, encore plus grave. Et comment réagirait-il en réalisant que son crime parfait ne l'était peut-être pas tant que ça ? Margot et Élise observaient l'écran avec horreur, tandis que le commandant Leroux et le lieutenant Martin interrogeaient Raphaël dans leur propre salon. « Monsieur Delacroix, lorsque nous avons examiné le véhicule de votre femme, nous avons trouvé un élément troublant, » annonça le commandant Leroux en sortant un sachet de preuves. Ces câbles de frein n'ont pas été endommagés lors de l'impact. Ils ont été sectionnés net avec un outil industriel. Le visage de Raphaël resta parfaitement composé, mais Margot pouvait voir une veine palpiter sur sa tempe, le signe infaillible qu'il mentait. Sectionné ? C'est impossible. Qui ferait une chose pareille ? C'est ce que nous essayons de déterminer. Votre épouse avait souscrit une assurance vie de 200 millions d'euros. C'est une somme considérable. Commandant, j'aimais ma femme plus que ma propre vie. L'argent ne signifie rien pour moi maintenant qu'elle est partie. Élise laissa échapper un rire nerveux. Il est doué, je lui accorde ça. Mais le lieutenant Martin ne semblait pas convaincu. Monsieur Delacroix, nous avons également découvert que votre femme a rendu visite à ses voisins, les Durand, la veille de son accident. Elle semblait terrifiée et a tenu des propos inquiétants. Margot serra la main d'Élise. Madame Durand avait parlé à la police. « Quel genre de propos ? » demanda Raphaël. Et pour la première fois, sa voix se fissura légèrement. Elle a affirmé que quelqu'un essayait de la tuer, mentionnant spécifiquement que les freins de sa voiture avaient été sabotés. Le silence s'étira, pesant. Margot regardait Raphaël calculer son prochain coup, son esprit tournant à toute vitesse derrière ses yeux bleus froids qu'elle avait autrefois cru aimants. « Messieurs, ma femme souffrait de paranoïa ces derniers temps. Elle voyait un thérapeute pour son anxiété. Vous devriez peut-être parler au docteur Guillaume. Il pourra vous éclairer sur son état mental. » Margot haleta. Il essaie de me faire passer pour folle, même quand il me croit morte. Mais le commandant Leroux avait bien fait son travail. En fait, nous avons déjà parlé au docteur Guillaume. Il nous a confirmé que votre épouse était parfaitement rationnelle et que son anxiété provenait d'un sentiment d'insécurité au sein de son mariage. Il prévoyait même de recommander une thérapie de couple. Le masque de Raphaël se fissura enfin. « Écoutez, je n'apprécie pas ces sous-entendus. Ma femme est morte, et au lieu de chercher qui l'a vraiment tuée,
vous perdez votre temps à harceler un veuf en deuil. Monsieur Delacroix, nous allons avoir besoin que vous veniez au poste pour un interrogatoire plus approfondi. Suis-je en état d'arrestation ? Pas encore, mais nous vous conseillons vivement de contacter votre avocat. Après le départ des détectives, Raphaël appela immédiatement Damien. Ils savent pour les freins. Quelqu'un a parlé. Nous devons accélérer les choses. Le sang de Margot se glaça en voyant Raphaël faire les 100 pas frénétiquement. Non, Damien, écoute-moi. On doit disparaître ce soir. Je vais transférer l'argent de l'assurance vers les comptes offshore et nous serons en Suisse demain matin. Élise composait déjà le 17. Il faut l'arrêter. Il va s'enfuir. Mais alors qu'Élise parlait à l'opérateur, Margot remarqua quelque chose sur le retour vidéo qui fit s'arrêter son cœur. Un SUV noir venait de se garer devant leur maison et Juliette Perrault en descendait. Elle était visiblement enceinte et portait une valise. La maîtresse de Raphaël arrivait juste au moment où il planifiait sa fuite. Mais Juliette connaissait-elle le passé meurtrier de Raphaël ? Ou était-elle sur le point de devenir sa prochaine victime ? Margot regarda avec stupeur Juliette entrer chez elle, traînant sa valise comme si elle était déjà la maîtresse des lieux. Grâce aux caméras, elle pouvait entendre chaque mot. « Raphaël, mon amour, j'ai eu ton message », roucoula Juliette, en caressant son ventre arrondi. « Je n'arrive pas à croire que Margot soit enfin partie. Nous pouvons être une vraie famille maintenant. » Raphaël semblait paniqué, loin de toute humeur romantique. « Juliette, qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit d'attendre à ton appartement que je règle tout. Mais je suis tellement excité. J'ai apporté du champagne pour fêter ça. Enfin, du jus de pomme pétillant pour moi, bébé oblige. C'est le plus beau jour de notre vie. » Margot eut la nausée, en voyant une autre femme célébrer sa mort dans son propre salon. « Juliette, tu dois partir maintenant. » La police était là à l'instant. Il posait des questions sur l'accident de Margot. Pour la première fois, l'inquiétude gagna le visage de Juliette. Des questions ? Quel genre de questions ? Il pense que quelqu'un a trafiqué ses freins. Le visage de Juliette devint livide. « Raphaël, tu m'avais dit que ça ressemblerait à un accident naturel. Tu as dit qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer, comme ta première femme. » Élise attrapa le bras de Margot. « Tu as entendu ? Elle est au courant pour Catherine. » À l'écran, l'agitation de Raphaël montait d'un cran. « Baisse d'un ton. Et je ne t'ai jamais dit que Catherine était morte d'un cancer. »« Si, tu l'as dit. Tu as dit que tes 2 femmes étaient mortes d'un cancer, et que c'est pour ça que tu avais pris tant de précautions pour choisir une femme en bonne santé pour porter ton enfant. » La mâchoire de Margot tomba. Ces 2 femmes. Combien en avait-il tué ? Le masque de Raphaël tomba complètement. « Juliette, tu confonds tout. La grossesse te brouille les idées. Catherine est morte dans un accident de voiture, tout comme Margot. Non, Raphaël. Tu as spécifiquement parlé de cancer à plusieurs reprises. Est-ce que tu me mens ? » Le silence retomba lourdement, tandis que Juliette fixait Raphaël avec une horreur grandissante. Margot put voir l'instant précis où les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de la jeune femme. « Oh mon Dieu !» chuchota Juliette. « Tu les as tuées. Tu les as tuées toutes les 2. » Raphaël fit un pas vers elle, le visage froid et menaçant. « Juliette, tu deviens hystérique. » Juliette recula vers la porte, une main protectrice sur son ventre. « Ne m'approche pas. Tu es un monstre. Tu as tué tes femmes pour l'argent. Et maintenant, tu vas probablement me tuer aussi une fois que le bébé sera né. Ne sois pas ridicule. Je t'aime. Non, c'est faux. Tu n'aimes personne. Tu utilises les gens jusqu'à ce qu'ils ne servent plus à rien. » Juliette se rua vers la porte, mais Raphaël lui saisit le bras. Margot regarda avec effroi son mari empoigner brutalement la femme enceinte. « Lâche-moi! À l'aide! Que quelqu'un m'aide !» Margot n'en pouvait plus. « Élise, rappelle le 17. Dis-leur qu'il y a une situation de violence conjugale à mon adresse, maintenant. »
Mais alors qu'Élise composait le numéro, elles entendirent les sirènes de police approcher. Le commandant Leroux et le lieutenant Martin revenaient avec des renforts. La police arriverait-elle à temps pour sauver Juliette et son bébé à naître? Et que ferait Raphaël en réalisant que son monde entier était en train de s'effondrer? La police défonça la porte d'entrée juste au moment où Raphaël traînait Juliette vers l'arrière de la maison. Margot regardait le chaos se dérouler sur ses écrans, le cœur battant à rompre, mêlé de terreur et d'anticipation. « Police, lâchez-la !» Raphaël fit volte-face, serrant toujours le bras de Juliette, le visage déformé par la rage et le désespoir. « C'est du harcèlement. Je pleure ma femme décédée. » Le commandant Leroux avait son arme au poing. « Monsieur, écartez-vous de cette femme, immédiatement. C'est ma compagne, cela ne vous regarde pas. » Mais Juliette se libéra et courut en sanglotant vers les officiers. « Il a tué ces femmes. Il a tué Margot et Catherine. Il m'a dit qu'elles étaient mortes d'un cancer, mais c'était des accidents de voiture. Il coupe les freins. » Margot ressentit une vague de triomphe. Le témoignage de Juliette serait une pièce à conviction cruciale. Raphaël laissa échapper un rire amer, teinté de mépris. « Vous allez vraiment accorder du crédit au délire d'une femme enceinte, au bord de la crise de nerfs, plutôt qu'à moi? Je suis Raphaël Delacroix. J'emploie la moitié de cette ville. Ma femme est morte dans un accident tragique, et cette fille est en train de craquer complètement. » Mais le lieutenant Martin sortit son téléphone et lança une lecture audio. La voix de Raphaël, glaciale et distincte, remplit la pièce. « Je me fiche qu'elle meure dans l'accident. Le versement de l'assurance vaut plus que de la garder en vie. » Le visage de Raphaël devint livide. « Où avez-vous eu ça ? » Votre voisine, Madame Durand, enregistrait les conversations suspectes provenant de votre maison depuis des mois. Elle s'inquiétait pour la sécurité de votre épouse. Margot aurait voulu embrasser Madame Durand. Cette douce vieille dame l'avait protégée depuis le début, sans qu'elle le sache. Cet enregistrement est illégal. Vous ne pouvez pas l'utiliser, aboya Raphaël. En fait, si. Madame Durand nous a contactés après la visite de votre femme, alors qu'elle craignait pour sa vie. Cet enregistrement a été versé au dossier dans le cadre d'une enquête pour danger imminent. Le masque de Raphaël vola finalement en éclats. Très bien. Oui. J'ai tué Margot. Et j'ai tué Catherine. Et j'aurais tué Juliette aussi, une fois qu'elle m'aurait donné mon fils. Ces femmes me saignaient à blanc. L'aveu résonna dans le silence pesant du salon, alors que les officiers s'avançaient pour lui passer les menottes. Mais Raphaël avait une dernière carte à jouer. D'un geste brusque, il sortit une arme de sa veste. « Je n'irai pas en prison. Je préfère mourir plutôt que de finir les jours en cage. » Juliette hurla. Les officiers crièrent des sommations et Margot, observant la scène depuis l'hôpital, sentit son cœur s'arrêter. « Élise, » chuchota-t-elle, « et s'il tirait sur les policiers ? Et si Juliette était blessée ? Et le bébé ? » C'est alors que l'impensable se produisit. Le téléphone de Raphaël se mit à sonner. Sur l'écran, le nom « Margot, mon amour » s'afficha. Élise l'appelait depuis le portable de sa sœur. Raphaël fixa l'appareil avec confusion et horreur. « C'est impossible. Margot est morte. J'ai vu son corps. »« Répondez !» ordonna le commandant Leroux. « Répondez à ce téléphone. » Les mains de Raphaël tremblaient violemment lorsqu'il décrocha, l'arme toujours pointée vers les policiers. « Qui est à l'appareil ?» La voix de Margot s'éleva, cristalline et tranchante. « Bonsoir, Raphaël. Surpris d'entendre ta femme décédée ?» L'arme glissa des doigts de Raphaël et heurta le sol avec fracas. Il recula en titubant, le visage déformé par la terreur. « Margot ? Mais tu es morte ? Le médecin l'a dit. Le médecin a dit ce que tu voulais entendre. Pensais-tu vraiment que j'étais assez stupide pour ne pas comprendre ton plan ? Je t'ai entendu orchestrer mon meurtre, espèce de monstre. » À travers le haut-parleur,
Tout le monde dans la pièce pouvait entendre la voix de Margot, forte, vivante et furieuse. Je sais pour Catherine. Je sais pour ta première femme avant elle. Je sais pour les fausses signatures sur mon fonds fiduciaire. Je sais tout, Raphaël. Raphaël s'effondra sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réel. Le lieutenant Martin s'avança et lui passa les menottes. Raphaël Delacroix, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude et pour le meurtre de Catherine Delacroix. Mais Margot n'en avait pas fini. Ce n'est pas tout. Raphaël, pendant que tu célébrais ma mort, j'ai fait quelques recherches. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé ? Margot, je t'en prie. J'ai retrouvé Anne-Laure, ta première épouse. Celle qui était censée être morte dans un accident de ski dans les Alpes il y a 8 ans. Sauf qu'elle n'est pas morte. Raphaël, elle a survécu et se cache de toi depuis tout ce temps. La tête de Raphaël se releva brusquement. C'est impossible. Elle rassemble des preuves contre toi depuis des années. Elle savait que tu tuerais à nouveau. Elle te surveillait, attendant que tu fasses une erreur pour pouvoir sauver ta prochaine victime. À cet instant, Élise entra dans le salon, ne se cachant plus à l'hôpital. Elle marcha droit vers Raphaël et le toisa avec dégoût. Anne-Laure est mon amie maintenant. Raphaël, quand j'ai commencé à enquêter sur toi pour Margot, je suis tombé sur son blog concernant les survivantes de violences conjugales. Nous travaillons ensemble depuis des mois. Raphaël semblait voir des fantômes. Anne-Laure est vivante, bien vivante, et très impatiente de témoigner contre toi. Juliette, qui s'était accrochée au bras d'un des officiers, prit soudain la parole. « Raphaël, il y a autre chose que tu devrais savoir. Le bébé n'est pas de toi. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Je vois quelqu'un d'autre depuis des mois. Quelqu'un qui m'aime vraiment. La seule raison pour laquelle je suis resté, c'est parce que j'étais terrifié par ce que tu ferais si j'essayais de partir. Raphaël laissa échapper un son étrange, mi-rire, mi-sanglot. Donc j'ai tué Margot pour rien. L'argent de l'assurance, l'héritage, tout ça pour un enfant qui n'est même pas le mien. Vous n'avez pas tué Margot, le rappela le commandant Leroux. Elle est bien vivante. 6 mois plus tard, Margot était assise dans une magnifique chambre d'enfant, berçant sa fille en parfaite santé, Élise, prénommée ainsi en l'honneur de la sœur qui lui avait sauvé la vie. Les murs étaient peints d'un rose tendre et la lumière du soleil inondait la pièce à travers des fenêtres qui donnaient sur un jardin verdoyant, bien loin de la prison de marbre froide à laquelle elle avait échappé. Raphaël purgeait 3 peines de prison à perpétuité consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle. Le procès avait été un événement médiatique, et le témoignage d'Anne-Laure avait scellé son destin. Elle avait raconté comment il ciblait des femmes fortunées, les épousait, les isolait de leurs proches, puis les tuait pour leur argent. Le corps de Catherine avait été exhumé, et le médecin légiste avait trouvé des traces de poison en plus des blessures de l'accident. Raphaël s'était assuré qu'elle mourrait, même si le crash ne suffisait pas. Élise entra dans la chambre avec 2 tasses de thé et s'installa dans le fauteuil à bascule près de Margot. « L'avocat a appelé, » dit Élise. « Les appels de Raphaël ont été rejetés. Il ne sortira jamais. » Margot hocha la tête, berçant doucement la petite Élise. « Tant mieux. Et Juliette ? Elle va bien. Elle a épousé son compagnon le mois dernier et ils attendent leur 2e enfant. Elle t'envoie ses remerciements pour ne pas avoir porté plainte. » Margot avait choisi de ne pas poursuivre Juliette pour son rôle dans l'adultère. La jeune femme avait été manipulée et menacée par Raphaël, tout comme ses autres victimes. « Et Anne-Laure » demanda Margot. « Elle ouvre un refuge pour les femmes fuyant les violences conjugales. Elle l'appelle la Fondation Catherine, en mémoire de la 2e victime de Raphaël. » Margot sourit à travers ses larmes. Quelque chose de beau naissait de toute la douleur que Raphaël avait causée. On frappa à la porte, et Madame Durand passa la tête, tenant une assiette de ses célèbres sablés au chocolat. « Comment vont mes filles préférées aujourd'hui ? »« Parfaitement bien, grâce à vous, » répondit Margot. Madame Durand,
Je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez enregistré les conversations de Raphaël pendant des mois. La vieille dame gloussa doucement. Ma chérie, j'ai élevé 4 filles. Je reconnais un homme dangereux quand j'en vois un. J'aurais juste aimé parler plus tôt. Vous avez parlé exactement au moment où il le fallait. Le téléphone de Margot vibra. Un message du docteur Guillaume, son thérapeute. J'ai vu aux nouvelles que l'appel final de Raphaël a été rejeté. Comment vous sentez-vous ? Elle tapa en réponse. Libre. Enfin libre. Et elle l'était. Libre de la manipulation et des mensonges de Raphaël. Libre de la peur. Libre d'élever sa fille dans un monde rempli d'amour plutôt que de violence. La petite Élise gazouilla joyeusement dans ses bras, ignorant totalement qu'elle avait failli ne jamais naître, que son père avait essayé de les tuer toutes les deux avant même qu'elles n'existent. Mais elle n'aurait jamais à connaître cette histoire. Elle grandirait en ne connaissant que l'amour, la sécurité et la protection féroce des femmes qui lui avaient sauvé la vie. Margot regarda par la fenêtre le jardin où elle prévoyait de planter des rosiers. Des roses blanches pour Catherine, dont la mort avait aidé à exposer la perversité de Raphaël, et des roses rouges vifs pour la nouvelle vie qui renaissait des cendres de sa destruction. « À quoi penses-tu » demanda sa sœur. « À la justice », dit Margot en embrassant le front de sa fille. « Et au fait que, parfois, ceux qui essaient de nous détruire finissent par nous rendre plus fortes que nous n'aurions jamais imaginé l'être. » Dehors, le soleil se couchait sur leur nouvelle vie, peignant le ciel de nuances d'or et d'espoir. Raphaël Delacroix avait pensé écrire la fin de l'histoire de Margot. Au lieu de cela, il lui avait offert le plus beau des commencements.